et le zoo de la Boissière. Donc, nous avons un partenariat ensemble depuis déjà quelques années, on va dire. Et depuis, on va dire, 2-3 ans maintenant, plus particulièrement, on était assez fiers de toujours partager sa passion pour les gibbons, puisque, si ma mémoire est bonne, la Boissière a été ton deuxième parc où tu es venu voir des gibbons dans les parcs zoologiques en France. Donc juste 2 minutes sur Boissière. Le parc est un parc qui a bientôt 29 ans d'ouverture, depuis une quinzaine d'années qui s'est spécialisé dans la reproduction d'espèces rares, et depuis maintenant une bonne dizaine d'années qui s'investit dans la conservation. Juste un petit chiffre, on verse à peu près entre 20 et 25 000 euros chaque année pour différents programmes de conservation à travers le monde. Évidemment, on essaye d'aller sur des espèces présentes au parc. Ça a commencé évidemment par les orang-outans, vous savez pourquoi. On a aussi un programme pour les gorilles au Cameroun, au Pérou pour les titis, donc les gibbons et cacahuètes. Et puis on participe chaque année normalement à toutes les différentes campagnes et hasards. Et cette année, comme l'an dernier, puisque c'est une campagne de 2 ans, c'est l'Asie du Sud-Est qui est à l'honneur. Quoi dire d'autre? Je pense que Shiny présentera mieux Cacahuète que moi. Je vais lui laisser la parole et le remercier encore de sa présence parce que c'est toujours un honneur de le recevoir. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci à tous d'être venus. Si je bégaye un peu, c'est pas grave, simplement que j'ai froid. Donc je vais essayer quand même d'être compréhensible. Donc je vais vous parler de mes amis gibbons aujourd'hui. Je vais vous parler de Cacahuète. Je vais vous parler un petit peu de son histoire pour que vous compreniez, pour les gens qui connaissent peut-être moins bien Cacahuète, comment j'en suis arrivé à vivre en Indonésie pour essayer d'aider les gibbons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout a commencé avec des rêves de gamin. Moi, quand j'étais enfant, c'était tout pour les singes. J'ai été passionné par les singes. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'était les singes, les singes, les singes, les singes. Donc du coup, à 9-10 ans, 10-11 ans, je collectionnais tous les bouquins sur les singes. Tout ce qui pouvait parler de singes, je l'ai acheté, c'était pour moi. Il y avait notamment des vieux articles de National Geographic où il y avait Diane Fossé à l'intérieur, je me les ai procurés. C'était vraiment tous les singes et de manière très 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 forte. Et puis parmi tous ces livres, il y en avait un qui se différenciait des autres. Tous les singes du monde, tous les singes tenaient dans un petit livre comme ça. Ils y étaient tous. Donc je passais du temps à observer, à regarder ce livre, les photos, l'auteur, Jean-Yves Collet, avait passé des années autour du monde pour faire ce bouquin. Et je me suis dit, il faut absolument que je contacte cet auteur pour lui poser des questions, etc. Donc j'envoie une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, toujours pas de réponse de monsieur Collet. Je renvoie encore des lettres, 5 lettres, 6 lettres, 7 lettres, et là, enfin, une réponse. Dans un premier temps, il s'excuse, il dit « Excuse-moi, je suis très occupé, j'ai pas pu te répondre plus tôt. Mais dis donc, t'as 11 ans, je suis surpris par ta démarche, faut qu'on se rencontre. » Et par la loi des hasards, il avait des grands-parents en Savoie, les miens aussi étaient en Savoie, et puis on se retrouve dans un petit village. Et puis je rencontre ce monsieur qui revenait de 4 ans autour du monde, filmer les grands singes, les singes, pour le film à l'époque qui s'appelait Le Peuple Singe. Et donc je le regardais avec de grands yeux très timide. Et puis sur ce bouquin, il me fait une petite dédicace à mon copain Aurélien, ce petit voyage au pays de nos amis communs les singes. J'espère de tout cœur que tu seras bientôt capable d'aller les voir sur le terrain. Bon courage et belle passion. Et là, aller sur le terrain, c'était aussi mon rêve. Les singes, certes, mais c'était surtout les singes dans leur milieu naturel. Alors il me fait, tu sais, tu as 11-12 ans, ce que tu peux faire pour avoir un premier contact avec les singes, c'est d'aller dans un zoo. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Donc, en rentrant dans le sud, je suis originaire du Var, je suis allé dans le zoo de ma région, puis je suis allé voir les singes. Et parmi tous ces singes, il y en avait un qui se différenciait des autres. Ça n'a pas été le coup de foudre, mais simplement il se différenciait parce qu'il était toujours tout seul, ou souvent tout seul, et il était surtout dans de mauvaises conditions. Donc je me suis dit, si je veux aider ces singes,
il va falloir que je les comprenne, que je passe du temps à comprendre ce qui se passe dans leur petite tête, pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour les aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé à passer du temps dans les zoos. Ça c'est Washo, une femelle que j'ai rencontrée justement quand j'avais 12 ans, qui est toujours en vie, qui a 47 ans aujourd'hui, mais à l'heure actuelle. Et donc les gibbons. Passer 5 ans à les observer, tous les mercredis, alors que les copains allaient jouer au foot. Ben moi j'allais au zoo et je passais mon temps à observer les gibbons. Là c'est avec Gigi, Minai, puis ensuite je suis allé dans d'autres parcs, ici. Et donc ça a été vraiment des années comme ça à essayer de percer les secrets des gibbons. Les gibbons sont monogames, fidèles, donc je me suis rendu compte des problèmes pour former des couples. Puis je me suis dit, voilà, tout ce savoir que j'ai acquis, une démarche très prétentieuse, il va falloir que je communique. Et donc j'ai écrit un petit livre, avec toutes les notes que j'avais prises, j'ai écrit un livre, je me suis dit, je vais photocopier, puis je vais envoyer à tous les parcs pour qu'ils sachent bien s'occuper des gibbons. Et avant de le photocopier et l'envoyer comme ça, j'ai quand même contacté un éditeur qui a été surpris par la démarche du gamin, à l'époque j'avais 16 ans, qui passe son temps encore une fois avec les gibbons, et qui a écrit un livre sur eux. Donc il décide de m'éditer, et c'est comme ça que je publie le premier bouquin, donc quelques années plus tard, nouvelle coupe de cheveux et un bouquin, Le gibbon à main blanche. Et donc ça c'était déjà la première pierre pour moi. Mon rêve c'était de vivre avec les singes, de les aider, et je sentais qu'avec ce livre c'était un premier pas. Mais mes vrais rêves concernaient quand même les singes, les gibbons, mais surtout là-bas, dans leur milieu naturel. Mais encore une fois, j'ai 16 ans. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il va falloir patienter un petit peu. Et grâce à ce bouquin, il y a quelques journalistes qui s'intéressent. Ils se disent, tiens, c'est bizarre ce gamin qui passe son temps avec les singes. Des journalistes qui s'intéressent, les articles paraissent dans la presse. Et un de ces articles tombe dans les mains d'une dame qui est devenue une petite fée pour Calouette. C'est la comédienne Muriel Robin, qui, en se levant le matin, ouvre un magazine. Dans le magazine, il y a un article sur cet ado qui passe son temps avec les gibbons. Et surtout dans l'article, je disais que mon rêve, c'était de partir en Asie, sauver les vrais gibbons, les sauvages. Et elle décide de contacter mon éditeur. Elle obtient mon numéro de téléphone, et à l'époque, je rentre du lycée. Le téléphone sonne. Muriel Robin, bien sûr. Elle me dit, non, c'est vraiment moi. J'ai lu un article sur toi, tu veux partir en Asie sauver les gibbons. Eh bien, tu pars. Et je serai toujours là. Et elle finance mon premier voyage. Je passe le bac, 2 jours plus tard, dans l'avion, pour, dans un premier temps, la Thaïlande. Alors là, des rêves, on passe à la réalité. Mon rêve, c'était quoi? C'était de vivre dans une petite cabane, dans la jungle, avec les gibbons autour de moi. Ça aurait été le pied. Puis je me suis rendu compte que la réalité sur place était tout autre. Donc dans un premier temps, en 97, j'arrive en Thaïlande. Je passe 3 mois en Thaïlande, je rencontre les gibbons à l'état sauvage, je suis heureux. Je passe 2 mois sur la frontière birmane, 1 mois sur la frontière du Cambodge. Mais je ne me sens pas à ma place parce que je n'ai pas encore compris ce que je peux réellement faire pour les gibbons. Je regarde des gibbons, je rencontre des gibbons dans des parcs nationaux plus ou moins bien surveillés, mais ça se passe en manière générale plutôt bien. Et puis je prends conscience d'une autre réalité, au même moment, dans un autre pays, et je me rends compte par les journaux qui sont distribués dans l'avion au moment où je rentre en France, qu'au même moment, dans un autre pays, il y a des incendies. En 97-98, en Indonésie, on a perdu 2 millions d'hectares, suite à des incendies liés à une sécheresse de plus d'1 an, qui elle était causée par le phénomène climatique El Niño. Donc je me suis dit, oulala, si je veux aider les gibbons, c'est là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de soucis. Donc, j'étais dans l'avion pour rentrer en France. Pour la première fois, je rencontre Muriel. Et au lieu de lui expliquer ce que j'ai fait avec son soutien quand même pendant 3 mois en Thaïlande, je lui explique ce que je veux faire en Indonésie pour sauver les gibbons. Et elle me sourit, elle me dit, fonce, vas-y. Mais certes, en Indonésie, il y avait cette problématique environnementale, mais aussi une autre réalité. 32 ans de dictature. L'Indonésie a connu son printemps arabe à cette époque-là. Des millions de personnes dans les rues, des blindés à chaque coin de rue. Et moi, je débarque à Jakarta pour sauver les gibbons. Mauvais timing. L'ambassade de France me
rappelle que je serais plus le temps de repartir en France et de continuer les études au lieu de venir sauver les gibbons. Je prends la décision de partir immédiatement sur Bornéo, loin des agglomérations, loin des grandes villes, pour me faire une idée de la situation sur place, à propos des gibbons, et surtout loin des événements. Et puis je suis confronté à la réalité. Nombreux sont les gibbons détenus en captivité, qui servent de jouets vivants. Vous voyez un gibbon dans une caisse, les gibbons mourants. Les animaux servent de jouets vivants. Donc pour la capture d'un bébé gibbon, il faut tuer la mère dans la forêt pour capturer le bébé qui est blotti contre sa maman. Comme les gibbons sont monogames et fidèles, protègent leur territoire en poussant des vocalises en duo. Si vous tuez la mère pour prendre le bébé, le mâle qui reste dans la forêt va être dépossédé de son territoire par les autres gibbons et va mourir aussi. Donc une cellule entière de gibbons est décimée pour un seul bébé. Et dans chaque village à Bornéo, et encore au jour d'aujourd'hui malheureusement, on estime encore à 6000 gibbons le nombre de gibbons détenus en captivité chez les gens. 6000 gibbons, vous multipliez par 4 ou par 5 pour connaître le nombre de gibbons qui ont été exterminés de la forêt. Donc ça c'est une réalité et rien n'est fait pour aider les gibbons. Pendant des années, et depuis longtemps, déjà à l'époque, il y avait des organisations pour les orang-outans. Il faut sauver les orang-outans, je ne vais pas m'attirer les fautes de Sébastien, mais tout le monde avait oublié les gibbons. Puis une autre réalité, la déforestation. Moi je pensais que Bornéo c'était la forêt vierge de partout. Sauf que le président Suharto, en 32 ans, il a donné 90% de la forêt à Bornéo aux concessions forestières. Donc ça ne veut pas dire qu'on a perdu 90% de la forêt, mais ça veut dire qu'on a perdu 90% de la forêt primaire, cette forêt intacte et qui n'a jamais été touchée par l'homme. Les compagnies ont fait des abattages sélectifs, ont pris les essences riches, chères, et donc la forêt, il y a des pistes, il y a des traces humaines de partout. En tout cas, dans les plaines, ce qui est marqué de vert sur la carte. Et puis au-dessus des années 2000, donc là, je vais me diriger vers une présentation de ce qui se passe réellement maintenant sur place, 15 ans plus tard. Donc dans la chronologie, après les années 2000, une autre problématique, encore bien plus grave. Après les années 2000, on a une fièvre de l'huile de palme qui s'est emparée de l'Indonésie. Donc toute cette forêt, qui avait déjà été un petit peu morcelée par les compagnies forestières, est convertie en plantation. Des centaines de milliers d'hectares où il ne reste plus un seul arbre. Ça, c'est la réalité. Et il fallait l'avaler, cette réalité, parce que ce n'est pas du tout ce qui correspondait à mes rêves de gamin. Quand même, comme je vous l'ai dit, comme les compagnies forestières, les compagnies d'huile de palme s'installent dans les plaines. Donc on a toujours une forêt au cœur de Bornéo, qui représente justement à peu près 10% de la forêt à Bornéo, qui est une forêt encore de très bonne qualité, une forêt primaire, parce qu'elle se trouve sur du relief. Difficile d'accès pour les compagnies forestières à l'époque. Et pour le moment, bon, il faudrait que l'INRA ne bosse pas trop sur de nouvelles semences de palmiers à huile, mais pour le moment, les palmiers à huile produisent peu en altitude. Donc du coup, cette forêt en altitude est pour le moment plutôt épargnée. Ça, une petite idée, la forêt à Bornéo, hier, aujourd'hui et demain. On voit très bien la déforestation et on se rend compte qu'en 2020, la forêt, la projection qu'on fait sur la forêt, ce sera une forêt qui restera justement sur le relief. Là où, encore une fois, le palmier, pour le moment, peut pousser, mais n'est pas vraiment rentable. Alors, des rêves confrontés à une réalité. Maintenant, qu'est-ce que je peux concrètement faire sur le terrain pour aider les amis gibbons? Une philosophie de départ qui est toujours la même au jour d'aujourd'hui, sauver ce qui peut l'être lorsqu'il est encore temps. C'est-à-dire quoi? Je suis sur le terrain, j'ai l'opportunité de sauver un gibbon, je le fais, je le récupère. Je ne me pose pas de suite la question de savoir est-ce que je vais pouvoir le relâcher, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il... Non. J'ai l'opportunité de sauver quelque chose, je le sauve. Ça marche pour la forêt, ça marche pour les gibbons, et c'est une philosophie. Foncez, on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de dire on va envoyer un chercheur étudier la biodiversité de cette parcelle de forêt pour voir si ça vaut le coup. Non, on sait, il y a de la forêt, il y a de la biodiversité, sauvons, sauvons. Donc dans cette mission, il y a une chronologie qui est liée aussi à une démarche personnelle. La naissance de l'association juste avant de partir de France, parce qu'il faut aussi monter une association pour pouvoir récolter des fonds.
Et puis ça a coïncidé en 98, l'obtention du bac, la majorité et hop, le départ de chez les parents. 99, premier accord avec le gouvernement indonésien pour la création du premier programme de conservation des gibbons en Indonésie. Après plus de 9 mois de négociations à Jakarta. 2004, la création d'un second centre à Sumatra, parce que exactement les mêmes problématiques à Sumatra, déforestation, animaux détenus en captivité et hauts fonctionnaires indonésiens qui, pour une forme de prestige, vont avoir un gibbon devant chez eux, dans une petite cage, parce que ça fait bien d'avoir un gibbon qui chante le matin devant chez soi. Et puis, une démarche personnelle, 2012, l'obtention personnellement de la nationalité indonésienne. Pourquoi c'est autant important pour moi? C'est que j'ai plus les fesses sur un fauteuil éjectable en ayant maintenant la nationalité indonésienne. Donc je peux avoir un autre ton aussi avec les autorités là-bas, parce qu'encore une fois, je me bats aussi un petit peu pour mon pays maintenant, puisque j'ai la nationalité indonésienne. Et puis en 2013 aussi, via l'IUCN, on arrive maintenant à s'investir pour la protection des gibbons en dehors de l'Indonésie. Donc ça, c'est un petit peu la chronologie. Mais sur place, concrètement, Calawet, c'est quoi? Donc 2 projets. Un sur Bornéo, un sur Sumatra. À Java, on a aussi des gibbons. Il y a une organisation australienne qui s'en occupe, la Silver Gibbon Project. Et on travaille aussi en collaboration pour venir en aide à ces gibbons. Sur ces centres, on va travailler au premier aspect du projet. Sauver les gibbons, non, c'est pas la réalité. C'est sauver des gibbons. Et il m'a fallu presque 15 ans pour aussi que cette pilule elle passe. Parce que quand je suis arrivé, je voulais sauver les gibbons. Grâce à Calawet, c'était certain, les gibbons n'allaient jamais disparaître. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Calawet tout seul va pouvoir sauver les gibbons. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est sauver des gibbons. Chacun des gibbons qui croisent notre chemin. Et ça, c'est être réaliste. Et c'est déjà pas mal de sauver 1, 2, 3 gibbons. Et il faut le faire. Mais c'est la réalité, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens pensent que oh, mais ça va les gibbons, il y a des associations qui s'occupent d'eux. Non, non, non. Non, non, encore une fois, on sauve des gibbons, pas les gibbons. Alors, quand je suis arrivé à Bornéo, rien que pour construire les centres, pour s'occuper de ces gibbons, il a fallu des terrains. Pas d'argent pour acheter des terrains. Donc, dans un premier temps, je me suis installé dans un parc national. Je me suis dit, parc national, forcément, je ne serais pas embêté. Les arbres sont protégés, c'est un parc national. Sauf que dans un contexte indonésien, ça ne se passe pas comme ça. Et quand les bûcherons travaillent dans un parc national et que je vais les voir et que je leur dis, vous savez, c'est un parc national, vous ne pouvez pas couper ici. On regarde et on fait, t'es qui toi? Tu travailles pour le département des forêts? Ben non, moi je suis de l'association Calawet. On s'en fiche, ils vont encore couper. Il faut que les gardes viennent nous voir. Les gardes ne sont jamais là. Donc après quelques années, c'est une évidence, il faut déménager. Mais j'ai toujours pas l'argent pour construire des terrains, des infrastructures sur mes propres terrains. Donc je déménage sur une île au milieu d'un lac, l'île d'Ampapak, on est en 2002. Je déménage une trentaine de gibbons sur ce nouveau site. Encore une fois, les terrains ne nous appartiennent pas, donc comment investir sur du très long terme quand les terrains ne nous appartiennent pas? Des accords sont faits avec les villageois pour plus utiliser les terres. Je dois notamment leur acheter les fruits, exclusivement à eux. Ça se passe très très bien. Puis en finalité, vous savez, quand vous commencez à payer l'ananas 5 fois le prix du marché, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas aller ailleurs, ça commence à devenir délicat. Et puis de toute façon, encore une fois, comment investir sur des infrastructures pour loger au mieux nos animaux si les terrains ne nous appartiennent pas? Et finalement, donc plutôt récemment, en 2010, à Bornéo, on redéménage sur les terrains qu'on a achetés. Donc vous voyez la démarche, je suis arrivé en Indonésie en 98, j'ai enfin eu les moyens pour construire les infrastructures sur des terrains qui nous appartiennent, plus de 10 ans plus tard. Et là, gros déménagement, parce qu'il faut déménager pas 30 gibbons, mais 130 gibbons. 10 allers-retours en hydravion, on mettait même les gibbons dans les flotteurs de l'hydravion pour économiser les allers-retours, les animaux qui étaient évidemment tranquillisés et anesthésiés. Donc voilà, rien que pour obtenir les terrains pour construire Calawet, c'est pas évident. Si vous avez vu le film de France 2 récemment, on nous y voit sur l'île Marac. Elle ne nous appartenait pas évidemment. On est sur l'équateur, pays chaud, plage de sable fin, cocotiers. L'île n'attire pas simplement les associations, mais aussi les investisseurs hôteliers. Australiens, dans ce cas-là, qui essaient d'obtenir l'île, de nous mettre dehors. Donc ça a été un combat depuis 10 ans, qu'on continue encore aujourd'hui, parce qu'on veut protéger l'île, mais on a décidé que c'était pas bien du tout.
pour les animaux, parce qu'encore une fois, comment investir sur des terrains si on n'est pas sûr de l'avenir? Donc il a fallu déménager, et c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, sur le nouveau site de Sumatra, à l'intérieur des terres, 8 hectares destinés aux infrastructures du projet à Sumatra. Donc vous voyez, arrivé en Indonésie en 98, et simplement en 2012, on arrive à s'installer sur des terrains qui nous appartiennent, à Sumatra. Sur ces terrains, on y trouve quoi? Des grandes volières, où on a les gibbons en couple, isolés les uns des autres par la végétation, pour les animaux qui sont en cellule familiale. Donc des volières hautes de 6 mètres, longues de 12 mètres, en forme de losange. Bon, on a des équipes qui s'occupent des animaux, au nettoyage, au nourrissage, des cages de quarantaine, nouvelles cages de quarantaine, toujours en construction parce qu'on travaille en flux tendu, on a toujours des animaux qui arrivent. Là c'est la clinique qui a été financée par les amis de Calawet. On a lancé un appel et on est arrivé à collecter les fonds pour construire cette clinique sur Bornéo. On est en train de construire une autre sur Sumatra. Donc voilà, maintenant on n'a plus peur dans l'avenir, puisque les terrains nous appartiennent, on peut vraiment donner le meilleur pour les gibbons. Et aujourd'hui, on en a 243. En fait, je suis arrivé il y a 3 jours en France, et en arrivant à Paris, en ouvrant mon téléphone portable, je me suis rendu compte que mon équipe venait de recevoir un nouveau gibbon. C'est aussi l'une de mes fiertés, ça veut dire que je peux être devant vous aujourd'hui, vous parler de Calawet, mais le projet là-bas fonctionne très très bien. Donc 243 gibbons, 5 espèces de gibbons, dont le gibbon de Klaus, une espèce endémique de l'ouest de Sumatra, sur les petites îles de Mentawai. Elle n'est absolument pas en captivité, et on a bon espoir de pouvoir les relâcher dans la nature, parce que l'habitat est encore bon là-bas, contrairement aux autres parties d'Indonésie où on a un problème d'huile de palme. Dans ces petites îles de Mentawai, on a un problème de tombe de brousse, donc du coup les gibbons ont été chassés, mais il y a toujours l'habitat. Donc du coup on peut facilement remettre des gibbons à l'intérieur, donc ça c'est un espoir. Pour le gibbon de Klaus, des siamans, gibbon de Muller, Albibardis, qu'on trouve à Bornéo. Alors, une équipe, évidemment, comme je vous l'ai dit, je peux me permettre d'être ici, vous présenter Calawet, parce que justement, il y a une équipe sur le terrain, des soigneurs, des vétérinaires, etc. Et puis des gens qui me suivent depuis le début. En haut à droite, c'est Nanto, qui est avec moi depuis le début de Calawet, qui gère maintenant le projet, qui est plus que mon bras droit. C'est quelqu'un qui sait tout faire, qui est toujours là avec la bonne solution pour venir en aide aux animaux et trouver des solutions à tout, parce que c'est beaucoup de système D, vous savez que vous êtes au milieu de Bornéo. Et voilà, il sait tout faire. Moi j'aime souvent dire que vous, en Europe, vous avez des couteaux suisses, moi j'ai Nanto, qui m'aide justement à résoudre plein de soucis. Puis voilà, 5 tonnes de fruits par semaine, c'est ce dont on a besoin. Mais sauver que les gibbons, ça veut dire envoyer le message aux populations locales que seuls les gibbons sont importants. Il faut sauver les gibbons, point barre. C'est pas du tout le message que Calawet souhaite diffuser autour de ses activités. J'en ai beaucoup souffert quand je suis arrivé en Indonésie, parce que les gens me regardaient et me disaient « Mais pourquoi tu t'intéresses aux gibbons? Les gibbons, c'est pas important. C'est les orang-outans qui sont importants. » Parce qu'il n'y avait eu que des organisations qui s'occupaient des orang-outans. Donc c'est important de dire les orang-outans c'est important, les gibbons c'est important, et puis tout le reste c'est aussi important. Donc si demain quelqu'un nous apporte un macaque, on se doit de le récupérer et de trouver une solution pour ce macaque, ou ce putain, ou ce lori. C'est une obligation, parce que dans cette démarche de préservation de la faune sauvage, c'est le message qui est extrêmement important, ce qu'on va diffuser autour de soi dans ces activités pour la protection de ces animaux. Donc pendant ces 15 ans, on a sauvé beaucoup d'autres animaux, des centaines de macaques crabiers, détenus en captivité, on les récupère, on fait des groupes, on les relâche. Des groupes entrent dans les plantations traditionnelles des villageois. On arrive sur place, on attrape les macaques et on va les relâcher dans des zones plus sûres. Des dizaines de loris, ces petits primates nocturnes, toxiques, dont les braconniers arrachent les crocs pour pouvoir les vendre comme jouets vivants. Pareil, on arrive à relâcher quand la dentition le permet. Des pitons qui s'aventurent dans les villages, dans les villes, qui vont manger la plupart du temps les poulets. Le réflexe avant c'était de prendre la machette, couper la tête du python. Maintenant ils appellent Calawet et on va les relâcher dans des zones sûres. Des tortues, des macaques à queue de cochon, une autre espèce de macaque, beaucoup plus terrestre, beaucoup plus problématique parce qu'elle a tendance à rentrer en contact avec les humains. On fait aussi des groupes, il y en a beaucoup moins que les crabiers, que les précédents. Et on va les relâcher en hélicoptère au cœur de Bornéo, loin du tout. Des civettes, des varans, des nasiques, ce Cyrano de Bergerac de Bornéo qui est très menacé.
Chat sauvage, cobra royal, panthère nébuleuse, orang-outan. Bien sûr qu'on reçoit des orang-outans, mais on va les donner aux organisations qui s'occupent des orang-outans, qui savent faire ça bien mieux que Calaouet, parce qu'ils sont spécialisés justement dans les orang-outans. Et Sébastien est un peu loin, donc... Et puis des macaques qui sont aussi originaires de Mentawai, qui sont aussi très menacés parce que endémiques à ces toutes petites îles de l'ouest de Sumatra. Puis il y a des animaux qu'on reçoit autres que gibbons et qu'on ne peut pas relâcher. Premièrement, pour des questions d'autorisation. Les autorités ne nous permettent pas de relâcher des ours adultes, parce qu'il y a eu quelques cas d'ours qui sont sortis de la forêt, ou plutôt qui essaient de survivre dans des plantations parce que leur forêt avait été coupée, et qui ont attaqué des gens. Donc du coup, on est obligé de construire des infrastructures permanentes pour ces ours malais. 8 à l'heure actuelle au projet. Des crocodiles. On ne nous autorise pas à les relâcher parce que c'est politiquement incorrect de relâcher des crocos si jamais il y a un souci. Voilà, les autorités ne prennent pas le risque. Alors que celui qui est en haut, par exemple, c'est le faux gavial, il mange du poisson. Ça serait pas un risque de le relâcher. Mais on n'a pas le droit. Par contre, on a le droit de les faire se reproduire pour ensuite relâcher les jeunes. Des loris, il y en a 3 à l'heure actuelle qui resteront à vie au projet parce que justement tous leurs crocs ont été arrachés par les braconniers. Vous savez, c'est un singe toxique qui a des glandes et qui met ses toxines sur ses glandes avant de mordre. Donc voilà. Vous savez, souvent une des critiques, c'est de dire « Oui, mais dis donc, tout cet argent que tu dépenses pour ces animaux qui, pour beaucoup, ne pourront pas être relâchés dans la nature, on pourrait l'utiliser pour protéger la forêt, on pourrait l'utiliser pour faire de la conservation. Parce que ce que tu fais, c'est pas de la conservation. » Je vais vous montrer que grâce à ces animaux, moi c'est l'inverse. J'ai aujourd'hui les moyens de protéger la forêt. Parce que quand on fait venir des journalistes, par exemple, c'est eux qui vont faire en sorte qu'on va parler du projet, qu'on va avoir les moyens d'agir concrètement sur le terrain. Ils veulent voir des témoins. Ils veulent voir, et c'est ces gibbons qui vont parler, simplement en étant là, de ce qui se passe, de la déforestation en elle-même. Et puis une philosophie, lorsqu'on fait de l'humanitaire, on doit se soucier de la condition de l'homme, de chaque individu, c'est normal. On va aider des populations, on va s'assurer du bien-être de chaque personne. Ben, ça devrait être exactement la même chose, de mon point de vue en tout cas, dans la conservation. Sauver les gibbons dans la forêt, c'est aussi important que de s'assurer du bien-être de ceux qui sont en captivité. De s'assurer du bien-être ou de la survie de chaque individu. Parce que les populations sont faites d'individus. Et ça, c'est vraiment Calaouet. De la conservation, mais aussi du bien-être animal. Pour ces animaux qui, pour certains d'entre eux, parce que positifs à des maladies humaines, par exemple, ne pourront jamais être relâchés dans la nature. Deuxième volet du projet, comme je vous l'ai dit, maintenant, on s'investit dans le sauvetage, dans la protection de la forêt. Et on ne va pas sauver la forêt, encore une fois, mais de la forêt. Parce que ça serait vous mentir de dire que Calaouet va sauver la forêt en Indonésie. Ce qu'on peut faire, c'est, si on a l'opportunité de sauver 10 hectares, 5 hectares, et bien on la saisit et on protège, on achète, on sauve 5 ou 10 hectares. Pas assez grand, trop petit pour certaines espèces. On ne se pose pas la question dans un premier temps, on sauve si on a l'opportunité de sauver de la forêt. Le petit rappel, c'est que là où il y a des plaines à Bornéo, il y a une très grande menace liée à l'huile de palme. Là où il y a du relief, on a une forêt plutôt épargnée pour le moment. Donc la priorité, c'est d'essayer de sauver la forêt dans les plaines. Calaouet a créé en 2005 la première réserve à Ampapac. C'est là où on avait des gibbons à un moment donné, on a déménagé, mais on en avait profité pour créer une réserve avec les villageois et officialisée par le gouvernement. C'est 700 hectares. Cerné, il reste autour de ça, la végétation est maintenant abîmée. Il y a des orang-outans à l'intérieur, il y a des gibbons. Certains d'entre eux ont été relâchés par Calaouet. Que 700 hectares, vous me direz. Oui, mais c'est déjà ça. Deuxième réserve, à Bornéo, en 2010. La réserve Pararawen, près de 6000 hectares. Une réserve d'État créée en 1979 par les réserves et servie par des compagnies d'huile de palme, de charbon et compagnies forestières. Donc il faut s'assurer que cet îlot, qui est quand même conséquent, 6000 hectares, ne soit pas fragilisé par les activités humaines aux alentours. Depuis la création de Calaouet à Pararawen, on a mis en place une logistique avec les autorités pour essayer de s'investir dans la protection de ces zones. Quand je vous présente ces zones, ça ne veut pas dire on a gagné, c'est protégé, voilà, c'est sûr. Non, non. On s'investit dans ces zones, il y a toujours une pression. On essaie de faire en sorte de sauver la forêt dans ces zones, mais dans un contexte indonésien,
jamais n'est, rien n'est sûr. On doit au jour le jour continuer à faire en sorte d'essayer de protéger ces zones. À Sumatra, là c'est un petit peu particulier parce que ce qui est très rare en Indonésie, on a pu acheter de la forêt. Grâce à de nombreux donateurs, dont le zoo de la Boissière, qui a acheté plusieurs hectares de forêt, on est arrivé à acheter 99 hectares de forêt primaire, avec des siamangs, des gibbons à l'intérieur, des tigres, des tapirs, et que 99 hectares, oui, mais encore une fois, c'est déjà mieux que rien. Et cette année, on va normalement, si on reçoit le soutien nécessaire, acheter encore une trentaine d'hectares, collés à ce qu'on a déjà acheté. Voilà, là il y a un peu les soutiens de cette démarche. Puis ensuite, il y a une autre zone à Sumatra, de 15 000 hectares. En fait, elle fait 25 000, mais concrètement sur le terrain, on peut être protégé de 15 000 hectares liés au relief et à la grandeur du site. Pour le moment, rien ne s'y passe. C'est-à-dire que j'ai eu à un moment donné l'opportunité de signer un papier avec le gouverneur de la province pour obtenir cette concession. Concrètement, Calahuète n'a pas les moyens de protéger une zone aussi grande pour le moment. On n'a pas les reins assez solides financièrement. Mais comme j'ai eu à un moment donné l'opportunité de signer ce papier, au lieu que la concession parte à une plantation de palmes ou forestière, on a sauté à pieds joints sur l'occasion et on a signé le papier. Mais j'espère à l'avenir avoir les moyens suffisants pour s'assurer qu'il n'y a pas de braconnage par exemple à l'intérieur, etc. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. À l'intérieur de chacune de ces réserves, il y a donc du braconnage. Ce que vous voyez là, c'est une boulette de ficelle faite avec une vingtaine de pièges, des collets qui sont mis dans la forêt pour attraper les animaux. Donc il faut faire des patrouilles pour s'assurer que dans ces réserves, il n'y a pas de braconnage. S'assurer qu'il n'y a pas de coupes illégales. Le bûcheron qui avait l'habitude de couper les arbres, si tout autour c'est devenu des palmiers, s'il veut couper des arbres, il va rentrer dans les zones protégées. Donc s'assurer qu'il n'y a pas de coupes illégales. Et puis s'assurer que les compagnies qui sont aux limites de la réserve, des réserves, ben, restent bien de leur côté. Donc dans un premier temps, on a des moyens humains. Peu. Pour patrouiller. C'est extrêmement dur de motiver des gars pour crapahuter dans la forêt tous les jours, sur du long terme. Pour au final, quand on va tous les jours en forêt pendant un mois, on va quoi trouver 1 à 2 fois des soucis dans la forêt. Donc c'est dur que ça soit motivant, parce que les résultats sont peu nombreux comparés au temps passé dans la forêt. Donc il a fallu essayer de penser à une solution. Comment être efficace avec peu de moyens humains. Et là on s'est dit, on va s'élever en utilisant un paramoteur. Alors, je sais qu'en Inde et dans certains autres endroits, des ONG commencent à utiliser des drones pour justement surveiller la forêt ou surveiller des rhinocéros, notamment en Inde. On y a pensé, d'abord c'est un coût, et puis ensuite surtout, vous savez, quand vous avez un drone bourré d'électronique qui tombe en panne à Bornéo, voilà, vous êtes un petit peu embêté. Même Nanto, je pense, ne saurait pas le réparer. C'est pour vous dire. Alors que le paramoteur, c'est un moteur de tondeuse à gazon, quasiment, de 2 temps, donc vous pouvez le réparer un petit peu partout. Donc on commence des patrouilles aériennes avec le paramoteur, c'est-à-dire survoler les zones, faire des photos, dès qu'il y a des activités illégales dans les réserves, on met en ligne les clichés. Donc tout ça commence. On met en ligne les clichés pour que les autorités sachent qu'il y a une vraie pression, les journalistes sont au courant, tout le monde est au courant, donc il faut réagir. Je ne suis pas policier, même si on a la gestion de ces réserves, à un moment donné, il faut que la police intervienne. Donc là, c'est une photo de la réserve Pararawen vue de paramoteur. Là, c'est la piste qui passe à côté de Pararawen vue de paramoteur. Ces pistes, on n'y a pas accès normalement. Vous savez, les compagnies mettent des barrières, des gardes, armés la plupart du temps, et vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe à l'intérieur. Mais ils ne contrôlent pas leur espace aérien. Donc on peut gentiment voler au-dessus, puis voir si par exemple il y a une petite piste qui rentre à l'intérieur de la réserve, et qui leur permettrait d'extraire du bois. Tout simplement en paramoteur, gentiment, assis, en prenant l'air. Ça se passe très très bien, on peut facilement lâcher les mains, prendre des photos, etc. D'autres exemples, là c'est aussi une piste de la compagnie. Ici c'est une plantation illégale à l'intérieur de la réserve. Alors vous me direz, il n'y a pas besoin d'un paramoteur pour voir une plantation aussi grande au milieu de la réserve. Sauf qu'à pied, c'est quasiment une journée de marche. En paramoteur, ça m'a pris 15-20 minutes. Pour arriver sur le site, j'ai fait des photos, pris le point GPS et montré ça aux autorités. Elles ont dit, ah oui, effectivement, c'est à l'intérieur de la réserve. Donc c'est une efficacité redoutable. Et ici, ce sont des canaux qui rentraient jusque dans la réserve d'Ampapak, qui servent à extraire le bois. Le bois est mis dans l'eau et est tiré à l'extérieur de la réserve.
c'est aussi le paramoteur qui nous a permis de détecter ça. Et ici, sur ces deux dernières photos, vous voyez deux trous dans la forêt. C'est un seul arbre qui a été coupé. Et en paramoteur, vous pouvez encore une fois très facilement détecter qu'il y a un souci. Alors, je vous ai parlé de l'huile de palme, de la situation sur place, 90% de la forêt, ça paraît assez alarmiste, ça l'est. Mais on ne peut pas se permettre d'être pessimiste. Pourquoi? Parce que si on est pessimiste, on ne se donnera jamais les moyens d'être efficace. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'être efficace. Il faut arrêter de se lamenter, il faut arrêter de se dire que c'est foutu. Il faut arrêter de voilà, pleurer que le monde va mal. Il faut agir. Puis on fera le bilan plus tard. Et c'est vraiment l'idée de Callaway. On est très mauvais de faire du lobbying, par exemple, Callaway, on sait pas faire. Discuter avec les autorités pour voter de nouvelles lois ou je ne sais quoi. On est des gens de terrain et on a vraiment cette optique. Être efficace, sauver ce qu'on peut sauver. Mais le plus important, c'est aussi que cette mission, elle soit sexy. C'est-à-dire pour être fédérateur, pour que les gens aident Callaway, pour qu'on puisse travailler sur place, pas contre les populations, mais avec les populations, pour que, voilà, qu'on ne soit pas obligé d'être déprimé pour être écolo. Il faut que le message soit séduisant. Et je me suis dit que moi, quand j'étais gamin, quand j'étais pas au lycée, quand j'étais pas avec les gibbons, quand j'entrais chez moi, j'écoutais la radio. Et moi, j'écoutais Skyrock, j'écoutais Fun Radio quand j'étais ado, comme beaucoup d'ados, je pense. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Et ça s'appelait Callaway. Et j'ai fait naître la radio Callaway, qui est destinée aux jeunes générations de Bornéo. Le but premier, c'est pas du tout de parler des gibbons, pas du tout de parler de l'environnement. Le but premier de la radio, c'est d'être écouté. Faire que les auditeurs switchent sur 99.1. On va donner, donc comme toutes les radios, de la musique, des divertissements, tout ce qu'ils veulent, des canulars à l'antenne, etc. Tout ce que les gamins aiment. Donc une vraie radio qui est émise maintenant depuis plus de 10 ans. Vous avez tous les animateurs qui sont là. Et les résultats, c'est quoi? C'est 10 à 15 000 auditeurs qui nous écoutent sur 24 heures. C'est plus l'illuminé de français qui est arrivé tout seul à Bornéo, c'est tous ces gens-là, tous ces jeunes-là qui sont derrière nous. Ces jeunes qui font notre travail. Le gamin qui au collège va dire à son copain, oh, dis donc ça craint, hein, t'as un gibbon chez toi, tu devrais écouter Callaway quand même. Hein. Et on nous appelle et on récupère le gibbon. Ou un exemple que je cite souvent, mais ça illustre bien le conflit aussi générationnel que Callaway peut créer. C'est la gamine qui nous appelle et qui nous dit, venez vite chercher chez moi mon gibbon, parce que moi je veux vous le donner, moi j'écoute la radio Callaway, mais mon papa il veut pas, et mon papa il est au travail, donc venez vite le chercher avec mon papa il rend du travail. Et c'est toute la force de la radio de s'inviter chez ces jeunes, depuis 10 ans, 24 heures sur 24. Donc on diffuse 5 messages d'environ 40 secondes, toutes les heures, qui eux vont être chocs sur l'environnement. Donc au milieu de ces émissions de divertissement, on va avoir ces petits messages qui vont toucher des jeunes qui a priori s'en fichaient complètement des gibbons. Je prends toujours l'exemple de comparaison avec la France. Quelqu'un qui fait la démarche de regarder un documentaire animalier sur France 5, c'est quelqu'un qui est déjà concerné par l'environnement, parce que justement il a fait la démarche de switcher sur France 5. Ce qu'il faudrait, c'est que le gamin qui regarde ce Plat Story sur TF1 ait un message d'une minute sur l'environnement. C'est un peu la démarche. Et c'est et surtout, 60 à 70% des animaux que l'on reçoit nous sont directement amenés par les auditeurs eux-mêmes. Ils font notre travail et ce sont nos alliés. Et puis vous savez, quand c'est Fanny qui dit sauver les gibbons, c'est bien. Mais quand c'est Angoun qui dit sauver les gibbons, alors là, c'est mieux. Angoun est idolâtré en plus en Indonésie, l'artiste qui a réussi à l'international. Elle a enregistré plusieurs messages qu'on diffuse sur la radio Callaway. Et là, ça marche vraiment très bien. On a plein d'autres artistes très très connus en Indonésie, avec qui on travaille parce qu'on a des accords avec leur maison de disques. Et quand ils viennent à Bornéo, ils viennent dans nos studios, ils enregistrent des messages. Et là, le message devient vraiment sexy. Et c'est ce qu'on veut. Et puis vous comprenez que le message du Callaway est devenu vraiment cool quand vous avez les chauffeurs de pouce-pouce qui marquent sur leur pouce-pouce Callaway. Parce que ça fait bien. Et là, vous dites, tiens, on est arrivé quand même à quelques petites victoires. Pour ceux qui veulent perfectionner leur indonésien, on a le site internet où vous pouvez écouter la radio en direct. Et ça, c'est l'équipe.
Les clés de voûte du projet, encore une fois, je ne suis pas tout seul en Indonésie, il y a 57 personnes à l'heure actuelle en comptant les animateurs de la radio. 6 vétérinaires, des chefs d'équipe, soigneurs, gardes, maçons à plein temps qui sont toujours en train de faire des choses. Département des forêts aussi qui travaille avec nous, qui nous aide à ce que la bureaucratie soit plus courte. Si je reçois un vendredi soir par exemple un gibbon, je dois aller chercher un gibbon le vendredi soir. Si je ne travaillais pas comme ça avec le département des forêts, on dirait « Ah oui, pour qu'on vienne avec toi, il faudrait attendre le lundi matin ». C'est un petit peu un souci. Donc du coup, on a des fonctionnaires du département des forêts qui viennent après coup, après les sauvetages, régulariser la situation, et ça nous permet d'agir vite. Le coût de ça, c'est qu'on est obligé de donner un autre salaire aux fonctionnaires, qui est quand même payé par l'État, et qui est aussi payé par Callaway pour faire ce travail-là. C'est le prix à payer. Et puis on a aussi des bénévoles en France, qui font des stands un petit peu partout. Il y en a quelques-unes et quelques-uns dans la salle. Parce qu'il faut diffuser le message. On a besoin de 450 000 € par an pour faire vivre tout ce que je vous ai présenté. Il faut les trouver. On n'a jamais plus de 2 à 3 mois devant nous. Donc on est toujours en flux tendu, toujours dans un stress de savoir si on va avoir assez de sous, etc. Donc c'est pas évident. Et tous les amis de Callaway qui font ces stands nous aident énormément en diffusant le message. Et l'essentiel de tout ça, de cette présentation, c'est quoi? C'est le nombre de gibbons sauvés, c'est le nombre d'hectares de forêts protégées. Ben, en fin de compte, peut-être pas. L'essentiel, peut-être que c'est la démarche. Peut-être qu'en écologie, c'est justement la démarche qui sublime les résultats. C'est le message qu'on va diffuser autour de soi quand on fait ce genre d'action. J'en suis convaincu maintenant, je ne l'étais pas au début, mais je dis souvent, et c'est toujours le même exemple que je prends, mais c'est vrai, j'étais persuadé que la fin du monde c'est dans une semaine. C'est certain, c'est pas comme en décembre dernier, là c'est certain, on y a droit dans une semaine. Et bien je ferai exactement la même chose pendant cette dernière semaine, je sauverai des gibbons. Parce que c'est ce qui est important. Faut arrêter de se poser des questions sur qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qu'on va réussir. Non, il faut agir. Et pour terminer, une petite question pour vous, êtes-vous des amis de Callaway? Les amis de Callaway, c'est les gens qui vont donner 5 € par mois à l'association pour sécuriser tout ce que je vous ai présenté. À l'heure actuelle, on est à 643 ou 644, je crois, sur le site. C'est déjà beaucoup, mais il nous en faut encore beaucoup. On estime à 3500 amis pour arriver à sécuriser tout ce que je vous ai présenté. Parce que moi, j'ai encore plein de projets en tête, notamment dans d'autres pays comme le Bangladesh, pour essayer de venir en aide à ces gibbons, à tous ces animaux. Et puis voilà, là vous avez les noms des partenaires de l'association. Vous pouvez suivre les activités sur Facebook, Twitter, le blog, etc. Et puis je suis aussi là en France pendant 3 semaines pour la sortie du bouquin qui insiste sur les relations humaines. Je suis parti en Indonésie avec une vision assez misanthrope de la situation. Moi c'était des animaux, rien d'autre, avec des œillères. Puis on se rend très vite compte que si on veut des résultats, il faut d'abord aider les gens, sauver les gens, agir avec les gens pour sauver les gibbons. Et c'est donc une approche philanthrope. Et ce livre raconte une de ces rencontres, avec un petit garçon qui avait besoin d'aide, qui a croisé ma route il y a peu de temps, et de 12 ans à peu près. Et ce petit enfant qui est mis sur ma route comme ça par hasard, il a un prénom. Et son prénom c'est Gibbon. Et je me suis dit ça peut pas être un hasard, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, si vous voulez connaître la suite, il faut acheter le livre. Voilà, merci beaucoup pour être venu.